BC News International talk show is designed to help African people see the value, beauty, and opportunity of their continent. The narrative of the continent of Africa has been wrongly told. We want to inspire a new generation of motivated Africans to promote the continent in positive ways. Join our channel and learn more about our continent, more about our history, and be a part of the new narrative of Africa. Our topics are unique. We will explore and examine social dialogue and culture, immigration and humanitarian issues affecting families, the unique beauty and wonder of the African continent, the business mindset and how we see our new Africa, sustainable agriculture, ecology, and Paysans agriculture, the education of our new generation and using new methods and new partnerships, anti-corruption efforts and justice for victims, the promotion and support of empowerment projects for women. Join us! Do you know what Africa needs? We need political stability to invite creativity, freedom, innovation, and investment into our movement. We need strong education. We need to show our next generation how Africa is rich and why Africa is a good place to be. Africa is the future of the world. This what will united Africa from the north, from the south, from the east, and from west. We are the color of the African continent. Join our discussion only in BC News International. Email us at contact@bscnews-international.net. OR, call us on 00-225-27-2433, 4940, or WhatsApp us on 00-2250-77-7887-6462. Bonsoir à tous, merci d'être nombreux branchés sur BS News. Je suis très ravi de vous avoir très nombreux à vous abonner dans nos plateformes. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Alfred Ntumba, qui est journaliste basé à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. Alors, nous allons parler avec Ntumba de l'élection prévue pour ce 20 décembre en République démocratique du Congo. Nous allons aborder l'aspect sécuritaire, mais aussi comment l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo impacte notre environnement. Alfred, merci d'être venu participer à cette émission. Dites-nous un peu quelle est la situation actuelle des élections en Kinshasa. Je suis Alfred Ntumba, je suis journaliste. Je travaille pour les comptes des Environews RDC, qui est un média basé à Kinshasa. Et actuellement, je suis à Kinshasa où je fais mon travail et j'essaie de suivre de près la situation économique, la situation environnementale, mais aussi la situation politique qui est dominée par les élections du 20 décembre. On est pratiquement dans la campagne électorale qui a commencé depuis le 19 novembre. Nous avons pratiquement 25 candidats qui sont en lice, qui se disputent le fauteuil du président de la République et qui seront devant les urnes ensemble avec les électeurs et la population congolaise le 20 décembre. Et du coup, les candidats essaient de déployer leur programme de société ou projet de société pour séduire les potentiels électeurs. Et ça se passe comme ça sur l'ensemble du pays. On voit quand même la majorité des candidats qui ont quitté la ville de Kinshasa pour se rendre dans les Congo profonds afin de séduire les maximums d'électeurs pour adhérer à leur vision et leur accorder les mandats électifs. Voilà. Alfred, merci pour votre participation à cette émission. Alors, quel est l'impact de ces élections présidentielles sur la vie sociale des Congolais et la sécurité, mais aussi sur l'aspect environnemental? Aujourd'hui, les élections sont un moyen pour la population congolaise de se choisir les dirigeants. Je dois préciser qu'il s'agit là des élections générales parce que les Congolais auront la chance de voter à la fois leur président de la République qui va gérer pendant 5 ans. Ils auront à voter leurs députés nationaux, leurs députés provinciaux, mais c'est pour la première fois que les Congolais vont également voter les conseillers communaux.
Alors, les enjeux sont des multiples niveaux, d'autant plus que pour les uns, il est temps euh, d'échanger les régimes politiques actuels qui, selon les uns, n'a pas apporté des réponses aux vrais problèmes, aux vrais défis des Congolais. Et pour les autres, il s'agit de maintenir les caps et continuer à renforcer ce qui est déjà fait, c'est-à-dire continuer avec les investissements faits pendant les 5 dernières années par les régimes en place. Et là, vous avez en face de vous des blocs qui se dessinent, notamment un bloc de, de ceux qui sont pour la continuité du régime en cours, qui n'est qu'à son premier mandat, et ceux qui sont contre cette continuité, donc qui se présentent aujourd'hui comme des opposants. Et là, vous avez notamment la personne qui se présente comme opposant officiel aujourd'hui face à Tshisekedi qui est au pouvoir. C'est l'ancien gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, qui essaie de ratisser l'âge pour obtenir les voix des Congolais. Mais de l'autre côté, vous avez également Monsieur Martin Fayoulou, qui a été, euh, qui a été candidat l'année 2018 et qui a toujours contesté les pouvoirs de Tshisekedi, comme quoi Tshisekedi n'avait pas gagné et que c'était lui qui avait gagné. Bien voilà, vous avez là des têtes d'affiche dans l'opposition qui font face à une majorité qui semble qui semble se renforcer davantage, d'une part, mais qui semble aussi à la fois se diviser parce qu'il y a un problème d'intérêt personnel que l'on peut relever quand même, tout de même, parce que nous, on est à Kinshasa, on essaie de suivre de plus près comment la campagne se déroule. Bon, il y a de ceux qui pensent que le parti au pouvoir, l'UDPS, euh, cherche à travailler seul, d'autant plus que ils n'arrivent pas à associer les autres ou bien à donner des parts des responsabilités aux autres pour battre campagne pour le président Tshisekedi, ce qui est, ce que je peux dire, des frustrations qui naissent un peu de de cette alliance entre les partis au pouvoir et les autres partis qui l'accompagnent. Donc, au-delà de ces deux challengers, ou encore trois challengers que j'ai cités, il y a également le candidat Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui lui aussi est en lice pour essayer d'apporter une autre dimension de la compréhension de la gestion du pays. Bref, tout ça, vous allez comprendre que la campagne, c'est le meilleur moment pour les Congolais de pouvoir euh, comprendre la vision que présentent les candidats et c'est décider notamment de pouvoir jeter leur dévolu sur l'un ou l'autre. Mais à ce stade, je peux vous dire que la campagne continue à se développer dans l'arrière-pays jusque-là. À Kinshasa, Tshisekedi avait lancé sa campagne à Kinshasa et il est reparti dans la province. Et nous attendons peut-être les autres qui sont dans la province qui reviendront sur Kinshasa. Mais je pense que nous sommes en train d'étendre maintenant vers les points de clous de cette campagne parce que dans les 2 semaines qui suivent, je pense que ça va être beaucoup plus chaud parce que là, il faut déterminer la population à pouvoir voter pour vous. C'est un enjeu très crucial. Alors, est-ce que cette période ou bien ces élections auront un impact sur les Congolais? Oui, bien sûr que oui. Ces élections, déjà, sur le plan économique, il y a un impact. Vous savez que pendant les élections, c'est presque tous les membres du gouvernement qui sont candidats, soit au niveau provincial, au niveau national, candidat député, j'allais dire. Donc, et du coup, il y a une sorte de relâchement, y compris même le Premier ministre de la RDC, il est candidat lui aussi. Il y a une sorte de relâchement et on a constaté d'ailleurs que depuis un moment, même les taux des devises est en train de fluctuer. Donc, on était à 25, on est à 25 000 francs congolais pour 10 dollars. On est maintenant à 26 800, parfois même à 27 000. Vous voyez que juste dans l'espace d'une semaine, donc les taux des dollars a vraiment fluctué. Donc, les francs congolais ont perdu leur pouvoir.
face au dollar américain et cela a un impact sur le marché, a un impact sur l'assiette du citoyen congolais. Donc, vous comprenez que les enjeux, l'impact des élections sur l'économie est vraiment réel. Maintenant, parlons peut-être de l'impact aussi sur la sécurité. Oui, depuis que la campagne a commencé, il y a maintenant une forte euh, activité des groupes armés, dont disons notamment le M23 qui est en train de se battre contre les FARDC dans la partie est du pays, parce que c'est un moment aussi essentiel pour ces groupes armés de pouvoir se positionner pendant que ils estiment que pendant que les dirigeants sont en campagne, ils sont peu distraits, alors ils peuvent faire avancer leur agenda. Et voilà, ils essaient de se battre. Ils se battent bien sûr avec les FRDC, presque chaque jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu des combats sur les différentes lignes de front, mais on espère que la situation peut évoluer du jour au lendemain. Alfred, comment les élections pourront bien se dérouler pendant que nous avons encore quelques coins de la République occupés par de groupes armés? Avec cette insécurité, comment les élections vont se dérouler dans ces zones un peu reculées de la République démocratique du Congo? Vous savez, vous avez bien dit il y a à la fois la question de sécurité, il y a à la fois également la question du niveau de vie même des Congolais. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur cette question de sécurité. Vous savez, la question de sécurité, c'est une question qui reste très préoccupante pour tous les Congolais. Euh, Goma, c'est vrai que c'est à plus ou moins 2000 km de Kinshasa, mais en tant que Congolais, nos cœurs sont avec ceux qui vivent à Goma, nos cœurs sont avec ceux qui vivent dans les camps de réfugiés. Et du coup, cette question est dans la tête des Congolais. Et les Congolais veulent réellement voir les choses changer. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons constaté que depuis l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi, il y a des choses qui bougent. Moi, je venais de faire un tour à Goma, à Bukavu. J'ai eu la chance de discuter avec des jeunes et avec aussi quelques habitants de différentes villes que j'ai citées. Mais quand vous échangez avec tous ces gens, ils vous disent que nous préférons encore vivre avec Tshisekedi parce que nous avons l'impression qu'avec lui, les choses vont changer et de manière radicale. Et ça, c'est l'impression qui peut être partagée de manière générale du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est une partie qui connaît des guerres depuis plus de 30 ans à peu près. Et du coup, il est difficile aujourd'hui pour un jeune qui est né pendant la guerre, dans la guerre, et qui aujourd'hui va totaliser 30 ans, en train de suivre toujours, en train de vivre toujours dans cette même condition. Il est difficile Hmm. aujourd'hui de dire à ces jeunes de pouvoir oublier la guerre, de pouvoir oublier les stigmates de la guerre. C'est vraiment impossible et c'est difficile. Et ces jeunes, ils essaient de voir la manière dont l'actuel gouvernement s'attaque au problème de l'insécurité dans l'Est du pays. Et cela leur apporte un réconfort. C'est vrai que ce n'est pas facile. Tshisekedi a hérité d'un pays en guerre depuis plus d'une vingtaine d'années, un pays qui n'avait pas presque d'armée, l'armée n'existait presque plus, un pays dont l'armée était gérée par euh, des étrangers, un pays où l'armée était transformée en une structure d'affaires ou d'affairage, parce que les généraux, les colonels et les autres, c'était devenu carrément des hommes d'affaires et c'était les plus grands hommes d'affaires. Et du coup, tenir face à une armée qui est une armée M23 qui est, ou encore un groupe rebelle M23 qui a des moyens et qui a des multinationales derrière elle, qui a d'autres pays frontaliers derrière lui plutôt, excusez-moi, c'est un groupe armé qui a des soutiens derrière lui et non derrière elle. Et ça, Mhm. c'était pas très facile à gérer. Mais on a vu quand même que pendant son mandat, Tshisekedi a tenu la tête face à ces groupes armés. Et c'est vrai que tout n'a pas été facile ou tout n'est pas facile jusque-là, mais il y a quand même espoir et on peut croire que demain ou après-demain, si les mêmes efforts sont consentis, il y a lieu de croire que cette histoire des guerres de l'Est peut être peut taire d'une manière définitive. Et ça, c'est un enjeu
pour ce gouvernement et aussi même pour le gouvernement qui vont venir, même si Tshisekedi n'est pas élu lors de ces élections. Même le gouvernement qui viendra devra maintenir le cap, équiper l'armée congolaise et faire en sorte que cette armée devienne vraiment une armée républicaine, une armée qui est dissuasive et qui peut faire face à des groupes armés. Vous savez que l'Est de la RDC, c'est aujourd'hui presque 202 groupes armés qui fonctionnent, qui sont opérationnels là-bas. Ce n'est pas très, très facile, mais je pense que la manière dont les choses sont en train d'aller, on peut arriver carrément à mettre fin définitivement à cette situation. Voilà, Super. ça c'est la sécurité que je voudrais évoquer. Mais vous avez justement aussi parlé de l'aspect comment les Congolais voient les élections. Les Congolais voient les élections comme étant un moyen de pouvoir se doter des dirigeants qui veulent. Vous savez, les élections de 2018 ont été contestées par les uns, acceptées par les autres. Et nous savons tous les conditions dans lesquelles les élections se sont passées et même la manière dont les choses se sont passées dans notre pays. Bon, alors il est temps de renouveler ou bien il est temps carrément de se choisir de nouveaux dirigeants. Ou si nous avons pensé que Tshisekedi a bien travaillé et qu'il faut les reconduire, c'est le moment de lui donner la majorité dont il a besoin pour pouvoir fonctionner. Donc, pour les Congolais, les élections sont une opportunité de pouvoir se doter de nouveaux dirigeants ou pouvoir redonner confiance à ceux qui les ont gérés pendant les 5 dernières années. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Alfred, selon de témoins que nous avons pu interroger au sujet des élections présidentielles en RDC, la plupart des personnes qui nous ont approchés ou nous avons approchés nous disent que l'opposition va dans ces élections d'une manière dispersée. Quel impact cela pourra avoir sur ces élections? Est-ce que l'opposition sera vraiment à la hauteur pour gagner ces élections contre le président sortant, Félix Tshisekedi? Vous savez, aujourd'hui, nous avons un Tshisekedi qui se renferme et nous avons un pouvoir qui cherche à s'enraciner davantage. N'oubliez pas que Tshisekedi, c'est le fils d'un opposant historique dans notre pays, Etienne Tshisekedi. Et du coup, c'est toute une machine qui est fonctionnelle. Et comme vous le savez, on ne prend pas les pouvoirs pour les libérer, mais on prend les pouvoirs pour les conserver le plus longtemps possible. C'est la politique. Mhm. Et du coup, cette équipe travaille ou ces partis politiques avec les autres partis alliés essaient de travailler pour conserver les pouvoirs. Ça, c'est une chose. Et de Mhm. l'autre côté, vous avez des opposants qui veulent venir au pouvoir. Mais malheureusement, on a Mhm. constaté que ces opposants ne parlent pas d'un seul langage ou d'un même langage. Je vous ai cité ici les cas Mhm. de Moïse Katumbi, je vous ai cité les cas de Martin Fayoulou, je vous ai cité les cas de Mukwege, le docteur Mukwege, Mhm. il y en a plusieurs. Mhm. Et du coup, le fait que ces opposants partent en ordre dispersé les fragilise. Il y a une chose qu'il faut signaler, c'est qu'aujourd'hui, on peut mobiliser les gens, on peut avoir mobiliser des foules, parce que nous les remarquons à chaque passage de Fayoulou, on voit qu'ils mobilisent des foules, à chaque passage de Katumbi, ils mobilisent des foules, à chaque passage de Tshisekedi, ils mobilisent des foules. Mais si vous remarquez bien, vous allez voir que ce sont les mêmes personnes qui viennent dans ces différentes foules que j'ai évoquées ici. Donc, ce sont les mêmes Congolais qui viennent pour Matata, ce sont les mêmes Congolais qui viennent pour Tshisekedi, ce sont les mêmes Congolais qui viennent pour Moïse Katumbi. Bref, vous comprenez qu'en réalité, tous ces leaders n'ont pas une population spécifique à leur camp. Et cela prouve que le fait de mobiliser des foules n'est pas une garantie de gagner les élections. Pourquoi? Parce que les mêmes personnes, ça peut être même les adeptes de l'UDPS qui viendront, même sans porter des calicots, parce qu'ils viennent voir Moïse Katumbi, ils n'ont jamais vu Moïse Katumbi. Ça peut aussi être les adeptes ou les partisans, les idées qui viennent voir Tshisekedi parce qu'ils n'ont jamais vu Tshisekedi dans leur province. Mhm. Et cela ne donne pas une garantie à Tshisekedi de croire que, comme j'ai mobilisé autant de milliers de personnes, ce sont ces gens-là qui vont me
Ce n'est pas ça. Donc, la même chose ici avec les opposants. Et du coup, mobiliser les masses n'est pas une garantie d'être élu. Et il faut que les opposants puissent les comprendre. Il faut travailler sur la population, arriver à convaincre cette population de pouvoir voter pour vous le 20 décembre. Et cela passe par une bonne stratégie. Mais fois, malheureusement, au niveau de l'opposition, on semble voir que cette stratégie n'existait pas. Ils ont été en Afrique du Sud pour se choisir un candidat commun. Malheureusement, ça n'a pas marché. Tout le monde s'est lancé dans la campagne de sa manière. Et du coup, ça donne beaucoup plus de chances à Tshisekedi qui, lui, avec sa majorité et avec tout, n'oubliez pas que tous les ministres qui sont dans le gouvernement actuel sont des députés, des candidats députés. N'oubliez pas que les différents pôles, vous les avez cités ici. Il y a par exemple Jean-Pierre Bemba qui est là, il y a Vital Kamere qui est là. Et tous ces gens qui sont derrière Tshisekedi drainent des foules. Ils ont des bases qui sont solides. Et du coup, comme vous le savez, en RDC, les élections sont encore euh, tribales ou encore ethniques. C'est-à-dire si un leader de telle tribu lance un message à sa communauté, cette communauté sera derrière ces leaders-là. Et quand vous regardez derrière Moïse Katumbi, il y a combien de leaders qui peuvent réellement lancer des messages et que ces communautés puissent suivre? Il n'y en a pas assez. Quand vous regardez derrière Martin Fayoulou, il y a combien de leaders? Il n'y en a pas assez non plus. Donc, il y a, moi je pense déjà à ce niveau-là que l'opposition est en train d'offrir un boulevard à M. Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui, de pouvoir gagner les élections du 20 décembre, mais toutefois, je vais préciser que rien n'est encore fait, rien n'est encore décidé. C'est la population qui va décider du sort des uns et des autres, et ça va être le 20 décembre. C'est une question d'intérêt personnel, c'est aussi une question d'ego. Si vous lisez bien les discours de Katumbi, vous comprenez que c'est quelqu'un qui vous dit, bon voilà, moi je vous ai aidé hier, c'est vous aussi qui devez m'aider aujourd'hui. Je vous ai aidé hier, c'est-à-dire que hier, j'ai apporté mon soutien pour Martin Fayoulou. Malheureusement, il n'a pas gagné les élections. Bon, aujourd'hui, c'est mon tour. Martin Fayoulou doit impérativement me rendre l'ascenseur, tu vois. Et de l'autre côté, vous avez Martin Fayoulou qui vous dit, c'est moi les candidats du peuple, donc je n'ai rien à foutre avec qui que ce soit. Donc, c'est à vous de me soutenir parce que l'année dernière, lors des élections de 2018, j'avais gagné les élections, donc j'ai la possibilité de les gagner encore cette année. Donc, vous voyez que, et en ce moment-là, il y a cette question, cette guerre d'ego qui existe, qui fait qu'aujourd'hui, les opposants ne puissent pas s'entendre. Tu vois, moi, je pense que c'est une question d'intérêt privé, d'intérêt personnel, une question d'ego qui fait que ces opposants ne puissent pas s'entendre. Mais rien n'est encore perdu. Vous savez, nous sommes en politique. Même à la dernière minute, il est possible que les choses puissent tourner autrement. On est encore qu'au début de la campagne électorale. Elle a été lancée le 19 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 28. C'est à peine 9 jours que la campagne a été lancée. Donc, il y a encore plus ou moins 20 jours. Peut-être que dans les 20 jours, ils vont se retrouver pour changer les langages et faire avancer la machine. Donc, rien n'est perdu jusque-là, je peux dire. Alfred, vous êtes l'un de rares journalistes à avoir visité plusieurs fois l'Est de la République démocratique du Congo. Là, il s'agit bien de parcs que nous avons, mais aussi des endroits touristiques. Nous savons que ces endroits dépendent aussi de la sécurité, de la stabilité politique du pays pour que ça fonctionne bien. Alors, comment ces élections pourront impacter la sécurité, mais aussi l'accès facile à ces zones affectées par de groupes armés comme le M23? Vous savez, l'Est de la RDC regorge des grands parcs qui sont même enregistrés au patrimoine mondial. Et il y a notamment, c'est notamment le cas du parc national de Virunga,
qui est l'un des très vieux parcs créés dans les années 1932, si je ne m'amuse pas, si ma mémoire est bonne. C'est l'un des très grands parcs d'Afrique qui héberge une grande biodiversité. Et du coup, ces parcs est non seulement l'habitat de cette biodiversité, notamment les gorilles des montagnes, mais c'est aussi l'habitat des groupes armés. Depuis plus d'une vingtaine d'années, les groupes armés opèrent dans ces parcs et toute la communauté internationale est au courant de cette situation. Et même lorsqu'on parle de la guerre à l'est du pays, aujourd'hui, la guerre se passe où? C'est dans les parcs. Les M23 se battent avec les FRDC dans les parcs de la RDC, c'est dans les parcs de Virunga. Et du coup, cette situation rend vulnérable dans les parcs de Virunga. Et vous allez voir, par exemple, moi j'étais là il n'y a pas très longtemps, j'ai visité les parcs. J'étais à Kibati, c'est dans la partie sud du parc, dans la zone sud du parc. Vous allez voir que la guerre a un impact très très néfaste sur les parcs. Tous les réfugiés qui ont fui leur ménage à Rutshuru, dans les Massissi, un peu partout là, ils sont venus vers Goma. Et comme vous savez, Goma, c'est une petite ville qui n'a pas suffisamment d'espace pour recevoir un flux de réfugiés. Alors, tous ces gens se sont logés dans les banlieues de la ville de Goma. Et comme ce sont des réfugiés, ils n'ont pas de terre, ils n'ont absolument rien, ils n'ont pas de ressources. Ils se sont tournés vers le parc pour couper du bois, fabriquer les charbons du bois, les makalas, pour venir le vendre à Goma et tirer profit des revenus pour survivre. Et lorsque vous visitez le parc de Virunga, dans la partie sud que j'ai évoquée, Kibati, vous allez voir que toute la forêt qui était là sur ces montagnes, toute cette forêt a été rasée, totalement rasée. Et ça, sans parler justement de la biodiversité qui existait, c'est-à-dire que les animaux qui avaient cette forêt comme habitat étaient obligés de vider les lieux, d'aller très très loin. Et quand ils vont très loin, ils vont retrouver les groupes armés, ils vont retrouver les M23 qui doivent vivre. Ils ont besoin de la ration et ils se rabattent sur les animaux qu'ils tuent, ils se rabattent sur les éléphants qu'ils tuent pour vendre, notamment les ivoires, et avoir de l'argent. Ils coupent même du bois pour aller vendre ailleurs et avoir de l'argent. Bref, les ressources du parc de Virunga sont devenues des ressources de guerre, sont revenues donc, des ressources qui fournissent des moyens de subsistance pour les groupes M23 qui vivent dedans. Et je peux même vous dire que même les lodges qui ont été construits par les parcs pour recevoir les touristes, les lodges ont été saccagés, ont été détruits par les M23. Des lodges que je connais très bien ont été détruits totalement par les M23. Donc, vous comprenez que cette guerre n'est pas seulement une guerre pour s'emparer des espaces, mais c'est aussi une guerre stratégique et économique à la fois. Pourquoi? Parce que les Rwandais qui a besoin des touristes ne peut pas être content de voir la RDC développer le tourisme de son côté. Et du coup, il faut se servir du M23 qui est soutenu notamment par le Rwanda, parce que ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait bien que le M23, c'est un mouvement rebelle qui est soutenu par le Rwanda. Alors, il faut se servir du M23 pour détruire tout ce qui est comme investissement dans les parcs, afin que le parc de Virunga ne soit pas viable. Et avec tout ce qu'il y a comme destruction dans ces parcs, je ne sais pas si la situation continue dans 3, 4, 5 ans, si réellement ces parcs mériteraient encore d'être considérés comme un patrimoine mondial, d'autant plus que tout ce qui fait sa fierté est en train d'être détruit aujourd'hui. Donc la guerre à l'est du pays n'a pas seulement de l'impact, non seulement sur la population, mais aussi sur les parcs de Virunga. Et cela est vraiment déplorable, d'autant plus que la communauté internationale qui est au courant de cette situation ne fait absolument rien, ne fournit pas assez d'efforts. Moi, j'étais au Canada, j'ai posé cette question au secrétaire général des Nations Unies lors de la COP 20 et la COP 15 sur la biodiversité à Montréal. Je lui ai posé la question de savoir le parc de Virunga est envahi par le M23 soutenu par les Rwandais. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites pour que cette situation puisse changer? D'autant plus que ces parcs, c'est un patrimoine universel. Et toute la biodiversité est en train d'être décimée. Et vous regardez comme ça.
En tout cas, sincèrement, le secrétaire général, M. Antonio Guterres, n'a pas eu une réponse exacte à donner à ma question. Donc, vous comprenez que c'est une question Mhm. vraiment, c'est une situation embarrassante où la communauté internationale est en train de regarder de manière impuissante comment ce parc est en train d'être détruit. Mais bon, et nous croyons qu'aujourd'hui, la RDC n'a rien à compter, n'a rien à attendre de cette communauté internationale. Et le pays ne peut que faire avec ses propres moyens, avec ses propres fils, pour se battre contre cette barbarie du M23 dans les Pays-Bas. Et les élections aujourd'hui présentent une opportunité pour les dirigeants qui viendront ou ceux qui sont là, qui peuvent être réélus, de pouvoir renforcer leur capacité à combattre cette criminalité qui sévit dans les parcs de Virunga afin que cette situation puisse changer. Et nous espérons déjà avec l'idée d'avoir une armée forte, l'idée d'équiper l'armée, parce que c'est quand même pour la première fois qu'un président de la République puisse équiper l'armée de la RDC comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée un armement lourd, a des avions de chasse qui fonctionnent et qui déstabilisent les M23 avec les différents, son artillerie lourde qu'il a reçue du Rwanda et de l'Ouganda aussi. Donc, nous espérons que si les choses peuvent continuer de cette manière, il y a lieu de fragiliser ce mouvement rebelle et arriver à mettre fin définitivement à cette situation dans notre pays. La plupart des projets des sociétés que nous avons analysés nous laissent sur notre soif de conclure que les candidats ne donnent pas assez d'importance aux questions climatiques, pas assez d'importance aux questions des forêts, non plus pas assez d'importance aux questions de l'environnement de manière générale. Donc, j'ai parcouru le programme de Moïse Katumbi. Bon, il parle de l'environnement, mais le contenu n'est pas là. Il n'y a pas de consistance. Lorsque vous regardez les programmes, par exemple, d'Elie Sanga, l'environnement est quasi inexistant. Il y a pas donc les questions de l'environnement ne sont pas abordées dedans. Quand vous regardez les programmes donc autant de programmes que nous avons parcourus, donc les questions de l'environnement ne sont pas abordées de manière à ce qu'il y ait une vision. Il n'y a pas de vision environnementale dans les projets des sociétés. Et ça, je peux vous le confirmer, d'autant plus que il y a IRI RDC, qui est donc une organisation de la société civile, donc une organisation des confessions religieuses, qui a invité les candidats à venir présenter leur vision sur la question des gestions des forêts tropicales de la RDC. Quand vous regardez ce que les candidats sont venus présenter, et c'est que même les représentants des candidats sont venus présenter comme vision, il n'y a rien de spécial. Donc, vous comprenez que la question de l'environnement n'était pas leur priorité. La question des forêts n'était pas non plus leur priorité. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose qui n'est pas encouragé, d'autant plus que la RDC se présente aujourd'hui comme un pays solution. Il faut que les dirigeants qui viendront diriger ces pays demain aient à l'esprit une vision environnementale pour faire en sorte que les pays puissent réellement se positionner comme un pays solution et que les pays puissent faire de soi un pays incontournable dans les discussions climatiques. Aujourd'hui, lorsque nous partons à la COP, nous participons à des conférences internationales, on a l'impression que la RDC vient avec des idées qui sont un peu, qui ne sont pas assez comprises, d'autant plus que il n'y a pas un travail en amont qui permet à ce que les gens puissent comprendre réellement ce que la RDC veut. Nous avons une CDN évaluée à une quarantaine de milliards de dollars, mais qu'est-ce que la RDC fait à l'interne, en local, pour mobiliser ce que elle, donc elle, quand je parle de la RDC, en tant que pays, peut faire pour atteindre les objectifs définis dans sa CDN. La CDN, c'est la contribution déterminée au niveau national. Aujourd'hui, il n'y a aucune politique de gestion, par exemple, des déchets dans la ville de Kinshasa, qui produit autant de déchets, et c'est la même chose avec toutes les grandes villes de la RDC. Qu'est-ce que la RDC fait pour gérer les déchets? Il n'y a aucune politique. Il n'y a aucune politique sur la gestion des transports.
Parce que vous savez que le secteur du transport, c'est un secteur émetteur de gaz à effet de serre. Il n'y a aucune politique dans ce sens-là. Mais nous attendons, les pays attendent que l'argent vienne des pays étrangers ou bien des pollueurs, c'est-à-dire des pays du Nord. Et pendant ce temps, les pays du Nord nous regardent, voient qu'est-ce que nous, en tant que pays, nous faisons. Et à ce moment-là, on s'est dit que la RDC n'a pas une vision environnementale de manière à se faire à se tailler une part des lions dans les discussions parce que il y a le leadership est là, mais qui manque du contenu. Il faut arriver à donner du contenu au leadership. Il faut arriver à donner du contenu au concept des pays solutions. Parce que jusque-là, il n'y a pas de contenu. On voit la ministre qui parle de, voilà, nous avons nos forêts, nous avons nos eaux, nous avons nos minéraux critiques. Mais c'est vrai, ça, ce sont des ressources qui sont là, que Dieu a créées. Mais quelle est la politique que vous avez par rapport à cela? Et ça, c'est là où il y a un problème. Et il faut nécessairement que la RDC arrive à développer des politiques, à poser des actes qui prouvent réellement que le pays, c'est un pays solution qui se débrouille pour réellement jouer son rôle. Et nous espérons qu'à travers ces élections, le candidat ou celui qui sera voté comme président de la République pourra réellement penser à cette situation et doter du pays d'une vision, une vision de grand, une vision d'un pays qui a euh, les trois quarts des forêts d'Afrique sur son sol et sur son territoire. Alfred, avant de terminer ces débats ou cette émission, comment voyez-vous la RDC dans les 5 années à venir? Je ne vois pas la RDC aller très loin dans les 5 ans qui viennent, d'autant plus que ceux qui prétendent devenir président ont l'impression de venir tout recommencer à zéro. Hmm. Un pays à dimension continentale, s'il faut tout recommencer à zéro parce que celui qui est là n'a pas bien fait et que c'est moi qui viendra bien faire, je pense qu'on est très mal barré parce qu'il n'y a pas une vision sur la durée. Et ça, c'est ce qui manque dans notre pays. Moi, j'ai suivi plusieurs candidats dans leur discours. Vous analysez les discours, vous comprenez que quand celui-là viendra, c'est pour détruire tout ce que Tshisekedi a déjà construit pour l'instant et reprendre tout à zéro. Malheureusement, avec nos maigres moyens, s'il faut tout refaire à zéro, c'est-à-dire que dans les 5 ans, nous serons là à colmater ou encore nous serons là à jeter encore des fondations. Mais je pense que la fondation a déjà été lancée par l'actuel pouvoir. C'est vrai que tout n'est pas bon, tout n'est pas rose. Il y a des choses à refaire, il y a des réformes à faire. Et je pense il faut maintenant le faire. Et ce que je peux dire, moi, c'est mon analyse qui n'engage que moi-même en tant que Congolais. Tshisekedi a fait quelque chose, a fait beaucoup, mais pas assez. Pas assez, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est un monsieur qui arrive au pouvoir, qui a des mains liées par des alliances qu'il a nouées avec les différents partis politiques, parce que vous le savez bien que Tshisekedi avait des alliances avec la majorité tenue par Kabila, qui a fait tourner les pays en rond pendant 2 ans. Et il fallait maintenant que les présidents actuels puissent se créer une majorité au Parlement et cela nécessitait encore de nouveaux arrangements. Et ces nouveaux arrangements ont été pour Tshisekedi une façon de les lier les mains, de ne pas faire assez. La corruption, lui-même, il reconnaît qu'il n'a pas vaincu la corruption. La corruption est toujours là. Il reconnaît, tout le monde le reconnaît que la guerre à l'est de la RDC n'est pas encore terminée. Et pourtant, lui-même il avait dit que si, lors de son quinquennat ici, il ne parvient pas à donner des solutions à la guerre de l'Est, il considérera que son mandat est un échec. Oui, on peut dire aussi que son mandat est un échec, parce qu'il lui l'avait dit. C'est un échec dans la mesure où il n'a pas pu réaliser ce qu'il pensait. Mais c'est le temps aussi pour lui de pouvoir revoir les choses autrement, pour se dire, mais je n'ai pas réussi à faire ceci, à faire cela, pourquoi? Aujourd'hui, on est en campagne, il se bat pour gagner le deuxième mandat. Peut-être que demain, le ciel va sourire et qu'il gagnera le deuxième mandat. Alors, il faut maintenant que pendant les 5 nouvelles années qui vont commencer, qu'il puisse se décider à combattre
d'abord autour de lui ceux qui sont là comme des corrupteurs ou des corrompus. Il faut les combattre. Il faut combattre ceux qui sont là comme des tourneurs. Ils sont nombreux autour de lui. Il faut combattre ceux qui sont là comme les pérennisateurs des antivaleurs. Et c'est de cette manière-là que s'il parvenait à combattre ces gens qui sont autour de lui, qui sont dans les institutions qu'il gère, on peut peut-être espérer que demain après-demain, les choses peuvent changer dans les 5 ans. Mais si c'est toujours avec les mêmes laxismes qu'il a évolué pendant les 5 années ici, qu'il va évoluer encore pendant les 5 nouvelles années, donc je ne vois pas la RDC aller plus loin. Ça va être qu'une histoire de tourner en rond. Et voilà, c'est ce que moi je vois, c'est mon point de vue personnel qui n'engage que moi. Alfred, merci pour ces analyses pertinentes. Quel sera votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'inviter les Congolais à se choisir des bons dirigeants. C'est d'inviter les Congolais à se choisir des bons députés. Des députés qui ne vont pas aller au Parlement pour percevoir les 21 000 dollars, comme ça a été le cas pour cette législature. Des députés qui se sont enrichis, mais des députés qui vont plutôt travailler pour la population. La population congolaise est très pauvre. La population congolaise vit la misère. Et nous avons besoin de députés qui peuvent porter la voix de ces peuples vers des aspirations profondes pour un changement que nous voulons tous. Nous avons besoin d'un président qui va demain se dire trop c'est trop, nous devons arrêter avec tout ça et nous devons aller très loin. Nous devons bâtir notre pays. Moi, je ne vois pas un président qui accepte que les dépenses de l'État puissent être supérieures aux dépenses d'investissement. Ce n'est pas normal. Le train de vie des institutions de la RDC ne permet pas au pays de décoller. Mais nous avons aujourd'hui besoin de voir un président qui va dire niet. Plus question de payer 21 000 dollars aux députés, plus question de payer plus question de donner autant d'avantages aux autres, aux ministres et autres, parce qu'ils sont des serviteurs de la population. Cet argent-là, on peut économiser et faire autre chose avec. Nous, on a besoin de ce genre de président. On a besoin de ce genre d'autorité qui viendront ou qui dira, écoutez, plus question de ça, et on suit. Voilà, ça c'est ce que nous souhaitons pour que ces pays puissent changer. Il faut vraiment une thérapie de choc et nous attendons que le président qui sera élu, si c'est Tshisekedi qui va continuer le mandat, qui va continuer avec le deuxième mandat, il faut qu'il impose à ces pays une thérapie de choc et de cette manière-là, les choses peuvent changer. Vous étiez nombreux à suivre ces échanges avec Alfred Toumba, journaliste basé à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. Nous sommes très ravis de vous avoir comme téléspectateurs. Restez nombreux branchés à nos émissions. Nous allons vous faire vivre les élections présidentielles en République démocratique du Congo, mais aussi l'actualité de la situation qui prévaut actuellement en Afrique de l'Ouest. Donc, restez branchés pour de ne rien manquer d'actualité sur notre chaîne, sur le web. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt. BC News International Talk Show is designed to help African people see the value, beauty, and opportunity of their continent. The narrative of the continent of Africa has been wrongly told. We want to inspire a new generation of motivated Africans to promote the continent in positive ways. Join our channel and learn more about our continent, more about our history, and be a part of the new narrative of Africa. Our topics are unique. We will explore and examine social dialogue and culture, immigration and humanitarian issues affecting families, the unique beauty and wonder of the African continent, the business mindset and how we see our new Africa, sustainable agriculture, ecology, and Payson's agriculture, the education of our new generation and using new methods and new partnerships, anti-corruption efforts and justice for victims,
the promotion and support of empowerment projects for women. Join us! Do you know what Africa needs? We need political stability to invite creativity, freedom, innovation, and investment into our movement. We need strong education. We need to show our next generation how Africa is rich and why Africa is a good place to be. Africa is the future of the world. This what will united Africa from the north, from the south, from the east, and from west. We are the color of the African continent. Join our discussion only in BC News International. Email us at contact@bscnews-international.net. OR, call us on 00-225-27-2433, 4940, or WhatsApp us on 00-2250-77,887-6000.